On a 60% des répondants à notre sondage qui indiquent n'avoir jamais suivi ni fait suivre à leurs collaborateurs une formation enfant, alors qu'ils en font dans des proportions plus ou moins importantes, mais ils équipent des enfants. C'est une des motivations pour notre formation donc de la Opale Academy. C'est qu'on a ressenti ce besoin à travers des salons, oui, à la Opale Academy. Oui, c'est joli. Oui. Et après, je rajouterais que la Opale Academy, c'est une formation mise au point par une formatrice diplômée, opticienne, et qui donc est spécifique sur le marché de l'enfant. Mais je rajouterais encore une fois, mais après... on peut tout inventer, empiler les formations, etc. Mais le secret, c'est l'amour de l'enfant, s'y intéresser. Et l'enfant le sent, on peut pas passer à travers. Donc nous, on a mis l'enfant au cœur de cette formation. Et autour de ça, donc il y a la vision, un petit point sur la vision, la technique des lunettes, la psychologie, parce que la psychologie est aussi bien au niveau de l'enfant que des parents, comme vous le disiez tout à l'heure. Accueillir les parents et les voir pleurer comme ça doit être difficile pour l'enfant après de porter ses lunettes. Le rôle de l'opticien, il est aussi de travailler en collaboration extrêmement étroite avec l'ophtalmo pour réussir et l'orthoptiste, voilà, pour réussir en fait ce traitement. Je rajouterais un autre point, les locaux. Si on peut pas rentrer avec des poussettes facilement, oui, c'est vrai. Par rapport à l'espace dédié, ce sont des détails idiots, mais non, c'est pas idiot. Voilà, s'il faut pousser une porte extrêmement fort pour rentrer, sans, si vous voilà, il y a plein dans l'ergonomie du magasin, il n'y a pas seulement le coin enfant, il y a tout. Faut que l'enfant puisse rentrer, puis ça fera peut-être l'objet d'un prochain thème, mais c'est une offre suffisamment profonde. Que l'enfant se sente accueilli, qu'il n'y ait pas 20 lunettes dans un coin, même si elles sont un peu colorées, ça ne suffira jamais. Il faut qu'il y ait une offre et que l'opticien ait plaisir, encore une fois, de présenter cette offre. Donc les sessions de Opale Academy, il y en a combien par an? Où est-ce que ça se passe? Alors il y en a quasiment une par mois et elle tourne dans les différentes villes de France depuis un an. Donc depuis maintenant un an. Et vous avez donc on a un taux de satisfaction extraordinaire, mais parce que c'est sur la base du volontariat. Ça veut dire que ce sont vraiment des gens qui ont envie de s'investir dans l'enfant. Et c'est le secret, c'est-à-dire que non seulement il y a des cours qui sont dispensés, enfin c'est des cours, une formation qui est dispensée par une opticienne qui elle est passionnée par l'enfant, mais en plus il y a des échanges des opticiens entre eux et qui sont tous de la même région, donc ça enrichit beaucoup le débat. Alors effectivement, ça doit plaire, puisque un des opticiens qui a répondu à notre enquête juge qu'il est fort regrettable que cette formation soit payante. Oui. Donc. Alors, j'ai deux choses. Alors qu'il est en réelle demande d'une bonne formation. Donc je pense qu'il doit considérer que c'est une bonne formation, mais regrette qu'elle soit effectivement. Je comprends tout à fait. Mais le premier point que j'ai à répondre à ça, c'est que quand c'est gratuit, on n'arrive pas à le valoriser. Et on a beaucoup d'annulations. Tout à fait. Parce que les gens s'en fichent, les personnes s'en fichent, l'opticien peut les attendre, de toute façon c'est gratuit, ce matin j'ai pas envie d'y aller. Alors que même si on fait payer une toute petite participation, il y a la motivation qui se crée et il y a la reconnaissance de la formation qui vient automatiquement. Et le deuxième point, c'est quand même que les OCAM demandent aussi des minimums d'heures de formation, etc. Et il nous est plus facile, avec une petite participation financière, de délivrer donc un certificat de formation, de temps d'heures sur l'enfant pour que l'opticien puisse fournir cela aux personnes qui le souhaitent. Et de plus, ça peut être pris en charge en tout ou partie par les organismes de financement on des dit que formations c'est payant, professionnelles. mais c'est pris en charge à entre 50 et 80% par les organismes de formation. Donc, c'est pas un problème. Mais le principal, en fait, c'est ce qu'on a réalisé. Une petite participation fait qu'on a des taux d'annulation voisins de zéro. Oui. Voilà. Bien sûr.
Donc, et Silor, vous proposez également des formations pour équiper des enfants? Pas encore. Pas encore, ça ne serait tardé. Nous y songeons, puisque en effet, c'est un thème qui nous paraît important, même si nous ne sommes pas vendeurs de lunettes. Alors c'est étonnant parce que quand on a demandé aux opticiens quel type de formation ils avaient fait, pour ceux qui en ont fait, ils citaient Essilor. Parce que Essilor Academy, je suppose on doit forcément parler de l'enfant, mais nous n'avons pas une formation à l'identique de celle que propose Opal ou OptiKid qui soit aussi complète et focalisée sur ce sujet. Mais ça ne saurait tarder. On vous préviendra sur l'OL Mag. Il faut le temps. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, parce qu'il y a aussi non, mais sans partie médicale, l'orthoptie, sans partie médicale, je pense que... Non, mais vous avez raison. Et l'orthoptiste, tout à fait. L'orthoptiste a tout à fait son rôle. On aura cette réflexion. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de vous poser la question, parce que je pense que chez OptiKid, notre plus, c'est ça. Parce que je me rends compte, puisque j'ai la chance de participer à ça, de l'accueil des opticiens par rapport aux questions qu'ils peuvent me poser, auxquelles je peux répondre, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc je crois que je reviens toujours à mon petit exemple idiot du verre de plus 0,50, le pourquoi. Oui. Et puis cet échange qu'il faut créer. Cet échange qu'il faut créer. Et voilà. Et sans ségrégation, vous faites ça, moi je fais ça, et vous n'en avez rien à voir. C'est pas vrai. Non. C'est pour ça que j'insiste d'inclure orthoptiste. Bien sûr. Donc effectivement, pour en finir sur la formation, apparemment c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup les opticiens, puisque beaucoup nous ont demandé est-ce qu'il y a des séminaires autres que Opal, enfin autres que OptiKid. Donc je pense qu'on peut leur dire qu'effectivement ils peuvent s'adresser à leur centrale, à leur enseigne, qui saura leur proposer une offre adaptée s'ils veulent se perfectionner sur l'enfant. Alors effectivement, juste pour terminer sur la partie formation chez OptiKid, elle est, alors j'allais dire en plaisantant, chez nous elle est pas facultative, elle est obligatoire, mais enfin en lycée. Ça fait partie du package. Ça fait partie du C'est package. pas négociable. Et c'est pas négociable, et pour nous c'est quelque chose vraiment d'hyper important. Alors évidemment l'intégration chez OptiKid est optionnelle, bien sûr, elle est réservée à des opticiens qui ont envie de s'engager, mais dès lors qu'ils s'engagent, il y a un contrat moral qui engage les opticiens OptiKid à se former de façon initiale avant de rentrer dans le concept, et de se former régulièrement chaque année aussi. Voilà. C'est chaque année. Tout à fait. Il y a et ça c'est obligatoire également. Ça c'est obligatoire également. Donc sur cette formation initiale, qui est une formation de 2 jours, donc à laquelle participe en tant qu'intervenante le docteur Couder, bien sûr. La formation va tourner autour finalement, je dirais, de la prise en charge des enfants, la prise en charge des parents aussi, bien sûr, l'aspect psychologique avec les parents, la partie morphologie, etc., le choix des montures, et puis effectivement le docteur Couder intervient sur ce qu'elle attend finalement d'un opticien spécialisé sur la vision des enfants. Et puis chaque année, effectivement, l'ensemble de nos opticiens participent à des formations qui sont des formations techniques. Voilà, on n'est pas sur la formation comment vendre plus d'anti-reflets, je ne sais quoi, etc. On est vraiment sur des formations techniques. L'objectif au final, c'est que l'opticien qui est spécialisé sur les enfants et c'est après, à un moment donné, c'est une notion de crédibilité, de pouvoir asseoir sa crédibilité. Il faut vraiment qu'il puisse avoir un discours très professionnel et pouvoir répondre à la plupart des questions qui peuvent lui être posées par les parents, y compris des questions très techniques. Très bien. Donc effectivement, une fois qu'on a fait son espace dédié, une fois qu'on s'est formé, il faut constituer une offre de produits qui est adaptée. Alors c'est combien de montures, puisque on voit que c'est très variable. Pour 37% des opticiens, on a une offre de montures qui oscille entre 50 et 100 modèles. Également 35 qui ont entre 100 et 150 modèles. Isabelle, pour vous, une offre enfant digne de ce nom, c'est combien de montures en magasin ? Je pense qu'il en faut minimum 100. Alors c'est vrai que chez OptiKid, nous avons ce qu'on appelle une liste de montures incontournables qu'il faut avoir, qui sont de 60 lunettes. Mais il ne faut pas s'arrêter là. En fait, on a 60 lunettes que nous conseillons à tous les opticiens OptiKid. Après, il faut aller plus loin parce que si vous voulez, quand vous avez une famille qui a mis 1 heure pour venir dans votre magasin, si vous n'avez pas la lunette à lui proposer, ou vous devez leur dire non, faut que je la commande en taille en dessous, dans une autre couleur, vous n'êtes pas crédible. Il faut vraiment que l'enfant reparte avec sa lunette et éventuellement un choix quand même de plusieurs montures pour que les parents puissent choisir la couleur ou quelque chose qui leur convienne.
Voilà. Alors, François, vous aussi, pour vous, en deçà de 100 montures, c'est difficile. Non, c'est parfait. Moi, c'est au moins, pour moi, c'est au moins 10% du facing. Au moins 10% du facing, puisque c'est le minimum, on va dire, c'est peut-être en nombre d'ordonnances, c'est peut-être ce qui se passe chez l'enfant. Après, il faut être objectif, avoir les bonnes marques, les marques aussi en fonction des âges. Et puis, travailler les gammes, justement, parler des formes tout à l'heure, parce que la marque ne suffit pas, travailler les gammes un petit peu en profondeur. C'est-à-dire que avoir 3 lunettes par marque, ça veut rien dire, parce qu'on va pas trouver la bonne forme pour la petite fille ou le petit garçon qu'il aura choisi. Donc, je pense que au moins 10 ou 12 pièces par marque, c'est indispensable, et pas trop se disperser, quitte à les faire tourner régulièrement, mais avoir une profondeur dans les gammes. Et puis, éventuellement, instaurer une gestion de facing. Nous, on le fait régulièrement avec des opticiens partenaires, de reprendre donc les modèles, parce qu'il y a un turnover dans les lunettes enfants qui est pas celui de l'adulte. Donc le facing tourne moins que les lunettes adultes. Donc nous, on reprend toujours. Est-ce que les modes évoluent moins aussi, les marques Non, mais c'est-à-dire ce n'est que 6 à 10% des ordonnances. Donc il faut savoir aussi reprendre les vieux modèles pour en mettre de nouveaux, et puis créer une dynamique dans le point de vente, parce que sinon, si vous voyez pendant 3 ou 4 ans ou 5 ans les mêmes modèles sur un facing, c'est mort. Il y a les modèles que sûrement vous aviez cru de bonne foi, bien sûr, compatibles, et puis on s'est planté, et on s'est raté. Donc à ce moment-là, il faut savoir changer, renouveler. Ben non, il faut savoir faire les charnières qui vont pas, où sont celles-là, etc. Donc il faut savoir, en partenariat avec l'opticien, savoir faire des échanges pour faire vivre son facing, amener des nouvelles couleurs et des nouvelles formes. Oui, puis parfois vous pouvez avoir une forme en effet qui ne convient pas et les changer sans problème. Donc Geoffroy, oui, je rejoins complètement ce que disait Isabelle. Il faut vraiment donc le curseur entre 100 et 150 modèles. Ça paraît, une fois de plus, quand on est un opticien spécialiste, on se doit effectivement d'avoir un choix plus large, parce que de toute façon, je dirais que la zone de chalandise sur la clientèle enfant sera forcément plus large que celle des parents, sans doute. Du coup, effectivement, des parents qui ont fait une longue route, qui ont passé du temps dans les transports en commun, on se doit de leur trouver le bon produit. Sans les faire revenir la semaine d'après. C'est pas possible. Et dans le stock suffisamment important, surtout ne pas négliger évidemment la partie plus bébé 0-3 ans quand même. Parce que ça, c'est quelque chose qui parfois peut être un petit peu, on n'en fait pas beaucoup, on n'en vend peut-être pas beaucoup, etc. Donc on se dit je vais pas avoir besoin de grand chose, et c'est pas vrai. D'accord. Donc effectivement, on a vu que les 3/4 des opticiens privilégient quand même les spécificités techniques des montures pour composer leur offre. Il y en a quand même 25% qui s'attachent avant tout à la marque. Donc quelles sont les marques qui marchent le mieux en ce moment chez les enfants ? François, chez vous, dans vos licences, dans vos nombreuses licences. Dans nos licences, on a une marque classique avec un très bon niveau de qualité et qui est très reconnue depuis une dizaine d'années en acétate, c'est Tartine et Chocolat. Tartine et Chocolat est une marque... le traditionnel, finalement, la valeur sûre. C'est une valeur sûre. Après, pour être un peu plus fun, on peut avoir des Little Eleven, donc qui sont aussi... c'est une marque un peu plus à la mode. Voilà, donc c'est la pure griffe de mode qui est déclinée sur des montures enfants. En enfant. Et puis dans tout ce qui est un petit peu événementiel, je citerai pas Hello Kitty, naturellement, c'est toujours assez fort. Et donc les deux nouveautés, elles viennent de chez Disney, c'est la Reine des Neiges. Oui, la Reine des Neiges, ça on peut pas y couper. Je vous avoue que la Reine des Neiges, ça a été de la folie, même insoupçonnée de notre côté. Vous me chantez la chanson ? Non, je plaisante. Libéré. Délivré. Délivré, oui. Et puis Avengers. Avengers, c'est le côté Marvel, Spider-Man, Avengers, voilà, qui a bien marché. Qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. Et puis je reviens encore sur cette petit segment de 0-3 ans. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi sur ce segment. La petite collection de Metz qu'on a lancée depuis 2-3 ans, il n'y a pas de marque, c'est une collection technique de Metz. Et celle-ci est très bien accueillie aussi. On n'impose pas des quantités forcément
très importante pour ce segment-là, parce qu'on sait qu'un opticien va en faire quoi Oui, j'en fais. Mais combien par an sur le 0-3 ans? Moins de 6? Non. Plus? Oui. Ah oui, bah oui, OptiKid, oui. Depuis 6 ans, donc oui, j'ai quand même pas mal de bébés maintenant. Donc on impose on n'impose pas, mais pour mettre un petit présentoir en place, etc., des minimums très très faibles pour implanter cette marque. Oui. Oui, 0-3 ans. Si je vous l'espace 0-4 ans. Bah, bien sûr, bah oui, alors là, oui. Bien sûr. On se rend, oui, effectivement, en général, les opticiens OptiKid ont, alors pour le coup, je pense par rapport aux moyennes nationales, une très grande surreprésentation des 0-3 ans, 0-4 ans, et pour une raison simple, et ce qui nous fait penser qu'on est dans le vrai dans ce qu'on fait, dans ce que font nos opticiens OptiKid, c'est que je pense que c'est vraiment là-dessus que nous attendent, dans le bon sens du terme, les ophtalmologistes. Ouais. Bien sûr, c'est dans ce sens-là que l'échange. Tout à fait. Ouais. Donc l'offre, effectivement, c'est la monture, c'est aussi les verres. Donc quel type de verre adapté pour équiper un enfant qui a, donc on l'a vu, un œil plus fragile, qui est turbulent, etc. Donc vous, chez Silor, quels sont les types de verres que vous préconisez? Alors, sans préconiser un type de verre en particulier, c'est des critères physiques du verre qui nous importent. Hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut que le verre soit résistant au choc. Il faut qu'il soit suffisamment mince, le plus léger possible aussi. Et il faut qu'il coupe les ultraviolets sur la face avant. Donc, le matériau du verre doit couper les ultraviolets sur la face arrière si possible. Et puis, il est possible aussi d'y associer ces traitements contre la lumière bleue. Voilà, donc ne pas négliger les traitements. Parce qu'effectivement, certains ophtalmologistes, voire certaines complémentaires santé, estiment qu'il n'y a pas besoin, par exemple, d'un anti-reflet pour équiper un enfant. Alors, c'est un petit peu dommage parce que le traitement anti-reflet, de par sa définition, permet une meilleure transmission de la lumière. Donc, vous parliez tout à l'heure du petit que vous équipiez en +6. S'il a un verre qui est complètement opaque parce qu'il laisse pas passer la lumière, c'est un petit peu embêtant. Alors après, vous me direz, ben oui, mais le gamin avec ses doigts, sa confiture et tout, mais l'intérêt de ces traitements qui vont bien au-delà du traitement anti-reflet, hein, c'est l'essence même du traitement. Mais aujourd'hui, dans un traitement anti-reflet, vous avez le traitement anti-salissure, en particulier, qui permet justement au verre de se nettoyer beaucoup plus facilement. Donc là, je pense que les traitements ont vraiment leur usage. Maintenant, on n'a pas parlé de la lunette de soleil, parce que là, la lunette de soleil, c'est aussi quelque chose d'important, hein, qui ne voit pas les parents arborer leur belle monture solaire et les gamins plisser les yeux, même pas de casquette ni rien, ça fait vraiment pitié. Donc là encore, un verre solaire, c'est un verre qui a une teinte, hein, qui va limiter l'éblouissement, mais il faut forcément avoir un verre solaire dont le matériau coupe les ultraviolets. Voilà, et dire aux parents d'acheter leur solaire pour leur enfant chez l'opticien et pas sur les marchés et pas sur voilà. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, les photochromiques, par exemple les divergents, oui. Vous n'allez pas avoir un petit enfant de 3 ans, 4 ans avec la paire de lunettes de soleil sans arrêt. Donc, dès qu'il sort, par exemple, je prends un exemple du divergent, tout simple, hein, il sort à la lumière, hop. Donc, s'il a le verre photochromique, il va rester dans sa concentration visuelle. Donc, moi, j'ai adoré prescrire des verres photochromiques pour beaucoup de pathologies. Moi-même, en tant que divergent. Vous prescrivez des photochromiques pour les enfants? Alors, vous les prescrivez pas, vous les proposez, pardon. Tout à fait. Alors, en prescription, nous n'en avons pas aujourd'hui, très peu nous précise vers photochromique, mais à nous de le proposer, en effet. D'accord. Parce qu'effectivement, beaucoup d'opticiens aussi ont un certain recul à proposer du photochromique chez un petit. Non, parce que alors déjà quand vous avez une forte correction, ça permet en effet tout de suite d'affiner le verre et d'avoir les deux propriétés, le verre qui fonce la lunette de soleil tout en un, en ayant un verre fin et allégé. Et puis aujourd'hui, même un petit qui est en maternelle, avoir des verres qui foncent au soleil ne va pas le déranger. Hein. Et puis les progrès de ces verres-là qui se foncent tout de suite et qui se ils se désactivent maintenant à une vitesse hallucinante. Parce que les gens vous disent mais c'est parce qu'ils pensent à leur père, leur truc. Ils sont jaunes et c'est moche. Attendez, c'est plus. Et ils ont l'intérêt de filtrer l'intégralité des UV dans les deux états, aussi bien l'état clair que l'état activé en fait.
Donc c'est un plus. Donc puisqu'on est sur les produits spécifiques là photochromiques, effectivement le solaire qu'il faut pas négliger, qui est aussi une partie importante des ventes chez l'enfant. Annie, quels sont les autres types de produits spécifiques que l'opticien peut proposer ou que l'ophtalmologiste peut prescrire pour un équipement enfant? Alors on a dans notre gamme enfant des produits très spécifiques que l'opticien ne proposera pas spontanément parce que ils sont sous la responsabilité et la prescription de l'ophtalmologiste. Et j'entends en particulier un verre que vous avez beaucoup prescrit, Dr Trouillard, qui est le Varilux, enfant, qui est souvent prescrit pour les strabismes accommodatifs, donc chez les enfants hypermétropes. Donc c'est un verre que l'on vend en quantité importante, on va dire, parce que je pense que quasiment tous les enfants strabiques accommodatifs aujourd'hui en France sont équipés de ce verre-là. Alors ce verre-là, il se monte pas comme un verre progressif traditionnel, parce que les enfants regardent vers le haut. Donc il y a des recommandations de montage et en effet l'ophtalmologiste a à sa disposition des petites feuilles qu'il remet à son patient sur lequel il est indiqué les recommandations de montage, puisque quelquefois l'ophtalmologiste est visité par des parents qui sont à 100 km de chez lui. Donc il n'y a pas forcément la proximité et la connaissance de l'opticien qui va s'occuper de cet enfant. Et de l'autre côté, finalement, pour les myopies évolutives, nous proposons Myopilux. Ce verre Myopilux que l'on vend plutôt en effet dans les pays asiatiques, parce que nous n'avons pas en France cette problématique de myopie évolutive très importante, mais néanmoins il est au catalogue, donc on en vend évidemment beaucoup moins. C'est un double foyer à grand champ prismé avec une addition. Donc là l'objectif de ce verre-là, c'est de limiter un petit peu l'évolution de cette myopie importante. Et bien évidemment, ces verres sont en matériaux résistants au choc, anti-UV. Tout ce qu'on a dit précédemment. Nos préconisations de départ. Je permettrai d'ajouter un détail que vous allez apprécier, je suis sûre. Les Varilux enfants nous ont permis de rendre esthétique un traitement qui était autrefois, les enfants qui avaient des strabismes accommodatifs, ils portaient soit ce qu'on appelait les telex, les verres où il y avait une coupure au milieu. D'abord, ce qui était totalement illogique pour la pathologie, puisqu'a priori, le strabisme accommodatif dit une accommodation avec dégression permanente, ce que permet le Varilux, et ce que ne permettait pas ces verres, qui étaient vraiment pas beaux. Donc je trouve que ça a été un progrès, le Varilux enfant, enfin moi je l'ai vu comme ça, et j'ajouterais, il n'y avait pas que les strabismes accommodatifs, il y avait les post-opératoires, souvent des enfants qu'on opère de strabisme. Il y a une petite esthétisation, il y a une déviation résiduelle qui ne peut pas être traitée par la chirurgie dans l'immédiat et qui est esthétisée par le verre Varilux. Donc il y avait cette double, c'est sur cela aussi qu'on avait fait notre approche. Et je disais avec des verres un peu techniques, compliquées, mais qui répondent à des cas complexes finalement, la relation avec l'ophtalmologiste, l'orthoptiste et l'opticien est encore plus importante. Donc là, un petit peu finalement comme dans la problématique importante de basse vision, on a vraiment l'opticien qui est spécialiste dans ce domaine de santé visuelle et qui va discuter avec l'ophtalmologiste et l'orthoptiste qui vont suivre cet enfant, et ça fait vraiment un travail intéressant sur le petit sujet justement, d'où l'intérêt. Moi je trouve que ces opticiens se spécialisent dans ce domaine-là, parce que ça apporte justement une connivence de travail avec l'ophtalmologiste prescripteur, une proximité intéressante, je trouve. Qui peut finalement aller. Ben oui, parce que à partir du moment où vous arrivez justement à bien équiper ce type d'enfant, forcément c'est que vous savez faire tout le reste. Bien sûr. Donc ça renforce encore plus, je trouve, l'image de professionnel de l'opticien, en tout cas vis-à-vis de son prescripteur et vis-à-vis des parents. Surtout même sur un Varilux enfant, où vous vous rendez compte de vous donner des critères de centrage, mais en fin de compte, ça va beaucoup plus loin, parce que le 4 mm au-dessus n'est pas... C'est en fonction de la taille de l'enfant. C'est en fonction de la taille de l'enfant, c'est en fonction de sa vision de près, bien vérifier qu'il passe dans sa vision de près, et vous pouvez vous retrouver à avoir un coup de fil avec un orthoptiste, ou parce que en effet, il estime qu'il aurait pu être un petit peu plus en haut par rapport au passage aux visions de près, et avec un Varilux enfant, il faut vraiment une relation ophtalmologiste-orthoptiste pour le résultat. Vous adaptez beaucoup de ce type de verre ? Oui.
tout à fait. Enfin, quand j'ai des prescriptions de ce type de verre assez souvent. Oui. Oui. Donc, effectivement, donc là, sur ces produits spécifiques, on a beaucoup parlé aussi de la lumière bleue, etc. Donc, c'est aussi un peu dommage qu'il y ait juste les enfants à métropole qui bénéficient de ces protections-là. Est-ce qu'on peut envisager de mettre un verre plan protecteur contre la lumière bleue à des enfants? Est-ce que les opticiens sont susceptibles de développer une offre là-dessus? J'entends le docteur qui et moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec elle. On peut mettre des lunettes à des enfants qui n'en ont pas besoin. Non, mais ce que je parle développe également une. Non, mais ce qu'on peut dire. Oui, mais je m'en doute. Vous, au niveau commercial, vous allez trouver ça bien. Opal développe une offre de verre blanc contre la lumière bleue. Non, mais ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que est-ce que l'enfant, alors bon, le bébé peut-être pas, mais bon, est-ce que l'enfant de 3-4 ans qui porte pas de lunettes, n'a-t-il pas besoin de lunettes? Donc avant de s'aventurer à lui mettre, à proposer des verres plans, je pense qu'il faudrait déjà faire un petit test vision de loin, ou en tout cas renvoyer chez l'ophtalmologiste. Après, on peut se dire que ces gamins qui passent des heures et des heures, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, s'ils vont tous devenir myopes, c'est parce qu'ils passent leur vie devant, en tout cas pas suffisamment à l'extérieur, mais devant leur ordinateur. Bon, il a la possibilité, bien évidemment, de proposer ces verres, et il existe des verres plans, que ce soit pour les enfants, mais après il y a les 15, 16, 17 ans qui sont vraiment. En plus, les ados, souvent, ça les amuse d'avoir une paire de lunettes. Là, on tombe dans tout un tas d'autres. Voilà, mais la visite de l'ophtalmo, effectivement, reste un préalable. Je pense que ce serait plus sérieux. Ce serait plus sérieux. D'accord.